Coucou mes licornes, aujourd'hui on se retrouve pour voir quels sont les enjeux sociétaux derrière la grossophobie. Qu'est-ce que la grossophobie dit vraiment de notre société? On se retrouve après ça. Coucou mes licornes, j'espère que vous vous portez à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu body positive, un peu anti-grossophobie, parce qu'on va décortiquer ce que la grossophobie veut dire sociologiquement parlant. Je vais m'appuyer sur les travaux de certains sociologues. J'ai voulu faire cette vidéo tout simplement parce que je me rends compte que beaucoup de grossophobes se cachent derrière l'idée du bien-être médical et de la santé pour vociférer contre les gros. Mais en fait, on se rend compte que le bien-être des personnes obèses ne leur tienne pas tant que ça à cœur, dans le sens où, si c'était le cas, ils ne seraient pas aussi violents envers les personnes obèses, parce que tout le monde sait que la santé physique, c'est bien. La santé mentale, c'est aussi très bien. Je pense qu'on est tous assez intelligents pour comprendre que ce n'est pas en s'acharnant sur quelqu'un qu'on va le rendre en bonne santé. Je pense qu'on est tous assez intelligents pour comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça. D'autre part, je pense qu'on a tous aussi remarqué le fait que quand on se bat par exemple contre le cancer, on se bat contre le cancer et non contre les cancéreux. Or, la grossophobie, c'est bien une lutte, une haine anti-gros et pas anti-obésité. On ne vise pas l'obésité de la personne, on vise la personne personnellement. On culpabilise la personne d'être grosse. Cette idée que derrière la grossophobie, en fait, il y a le souci du bien-être des gens est pour moi un prétexte. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pourquoi, en fait, la grossophobie est profondément ancrée et n'a rien à voir avec le souci médical, mais a plus à voir avec vraiment le fait de mettre au banc de la société des personnes qui ne correspondent pas aux standards de la société. Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière la grossophobie? Dans cette vidéo, on va donc parler de mépris de classe, de sexisme et aussi de racisme. Et oui, rien que ça. Du coup, commençons par le mépris de classe. Je vais revenir dans le passé, mais vous n'êtes pas sans savoir que avoir des formes avant, c'était plutôt quelque chose de bien vu dans le temps. Quand être gros était un signe de richesse, d'abondance. C'était bien mieux vu qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a un shift qui s'est opéré. Et en fait, au contraire, aujourd'hui, être gros, c'est d'être dans une classe sociale inférieure, dans le sens où, comme je vous le dis souvent, et comme l'INSEE nous le révèle parmi les chiffres officiels, en fait, on se rend compte que si on calque en fait la carte de France avec les gens qui ont le plus de chômage dans leur région et la carte où l'obésité est la plus répandue, en fait, on se rend compte que ces deux paramètres fusionnent complètement et que vraiment, être gros, c'est souvent un signe de pauvreté. Je vous invite à regarder la vidéo de Nota Bene que je vous mets dans la barre d'infos sur la grossophobie, sur le fait d'être gros, comment la grosseur était perçue dans le passé. On peut voir que dans le temps, être gros, c'était associé à l'abondance, à la richesse, voire à l'avarice. Voire au fait d'être gourmand plus que de raison. Mais il n'y avait pas derrière la grossophobie toutes ces idées de fainéantise, de mollesse, de gens qui sont en fait des boulets, en gros, pour schématiser. Il n'y avait pas toutes ces connotations qu'on a aujourd'hui par rapport à l'image des gros pour le commun des mortels. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que les adjectifs qu'on associe aux personnes obèses, en fait, ont vraiment évolué avec la vision qu'on a eue des gros. Et en fait, on se rend compte vraiment que cette image a changé en fonction du niveau de vie des gros. Parce que quand les gros étaient riches, eh bien, en fait, c'était associé à la gourmandise, à l'avarice, à vraiment les gens qui ont énormément et qui veulent toujours plus. Et puis, au fur et à mesure où socialement les gros sont devenus pauvres, eh bien, on a associé ça à des choses beaucoup plus difficiles à porter, et qu'on voit, on reproche le plus en général aux personnes qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire d'être feignants. On se rend très bien compte que le reproche qu'on fait souvent aux gens qui n'ont pas d'argent, c'est d'être feignants.
en pensant que forcément, si tu n'as pas d'argent, si tu as un niveau de revenu modeste, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Ce qui est absolument faux, hein. Il y a des gens qui gagnent moins du SMIC alors qu'ils se lèvent à 5 h du matin pour laver le caca des autres. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes obèses. On va aussi leur reprocher d'être mou. On va leur reprocher plein de choses, en fait, qu'on associe plutôt aux personnes pauvres. Et donc, non seulement on a ces chiffres qui sont sociologiquement avérés, mais aussi on a en plus cette vision de l'obésité qui commence à changer et on commence à reprocher au gros le fait, en fait, d'être pauvre parce qu'on leur associe plein d'adjectifs qu'on associe en général aux pauvres, en vrai. Et très clairement, à titre personnel, je vois très bien à quel point le fait d'être gros, c'est vraiment un synonyme de ne pas avoir d'argent, tout simplement parce que j'ai grandi à Paris. Quand j'habitais à Paris, je faisais 20 à 30 kilos de moins qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que quand tu vis dans une grande ville, qui a des transports en commun qui sont à fusion, et quand je parle de transport en commun à fusion, je veux dire que si tu rates ton métro, t'en as un 5 minutes après, donc c'est pas grave. Et je le vois à chaque fois que je viens vivre à Paris parce que j'ai un appartement en région parisienne qui me permet d'être souvent à Paris. Donc je peux me rendre compte quand je suis à Paris, quand je passe une semaine, voire 2 à Paris, à quel point, dès que je suis ici, je perds du poids, mais direct. Tout simplement parce que, sans m'en rendre compte, en fait, je fais plus de sport que j'en fais. Même si j'en fais, vous le savez, j'en ai toujours fait. Quand je suis à Paris, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est à chaque moment. Et forcément, mon corps est beaucoup plus tonifié. Je perds à chaque fois que je suis à Paris au moins 4 cm de tour de taille. Et 4 cm de tour de taille, c'est une taille de confection en couture. Donc, à chaque fois que je reviens de Paris, je fais une taille en moins en couture. Donc, c'est hyper parlant. Mais donc, ça marche avec toutes les grandes villes, hein. À partir du moment où tu as des transports en commun qui fonctionnent, qui sont récurrents, qui sont là toutes les 5 minutes et que te déplacer n'est pas compliqué, les gens sont globalement plus minces. Mais, et il y a un grand mais, qui sont les personnes qui vivent dans les grandes villes? C'est les personnes les plus fortunées, on va pas se mentir. Vivre tout seul à Paris alors que tu gagnes un SMIC, c'est totalement impossible. Il faut soit passer pour une coloc, soit être en couple avec quelqu'un qui en plus gagne un peu plus que toi, parce que même avec 2 salaires de SMIC, ça suffit pas. Donc on le voit très bien, les gros sont totalement exclus des grandes villes, alors que vivre dans une grande ville permet de garder une certaine forme physique. Quand tu vis à la campagne, par exemple, même si tu veux faire du sport à la campagne, il y en a qui le font, hein, mais moi, je ne le fais pas parce que je vis en Bourgogne et concrètement, la Bourgogne est très connue pour son nombre innombrable de serial killers. Et je suis désolée, moi, j'ai peur de faire mon footing toute seule dans la nature alors qu'il n'y a personne, il n'y a aucun témoin, il n'y a personne pour me voir. Moi, je ne fais pas ça. Je préfère être grosse qu'être morte. Voilà, tout bêtement. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou pas, mais tout le monde ne réagit pas comme ça. Mais c'est vrai que faire le sport dont on a besoin pour être en forme quand on n'est pas dans une grande ville, c'est extrêmement compliqué, puisque quel que soit le trajet que tu dois faire, tu dois prendre ta voiture. Et ça va aussi pour les banlieues si... quand vous avez un train toutes les demi-heures, que vous ratez votre train qui vous passe juste devant le museau. Quand vous êtes à Paris, c'est pas grave, vous prenez celui de 5 minutes plus tard, vous savez que vous allez avoir autre chose. Mais quand vous êtes en banlieue et que vous savez que vous êtes un peu ric-rac, vous n'allez pas tenter le truc parce que vous savez que vous avez de fortes chances de vous retrouver avec la porte qui se ferme devant vos yeux et le train qui part et de rester là comme une conne pendant une demi-heure, de perdre une demi-heure de votre vie. Le temps, c'est de l'argent, on le sait. Donc, vous allez plutôt rester chez vous et essayer de partir au bon moment pour le prochain train. Mais juste ce fait-là, en fait, fait que vous allez faire moins de déplacements finalement. Et en plus de ça, le fait d'avoir énormément de transport pour aller au travail, par exemple, ou pour aller voir ses proches et tout, ça vous casse parce que les transports, on le sait tous, ça pompe l'énergie des gens. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Quand je prends les transports moi-même, je suis au bout de ma vie. Des fois, je fais juste un aller-retour. Quand je suis à mon appartement en région parisienne, des fois, je fais juste un aller-retour pour aller à Paris et je suis vidée. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis assise dans les transports et tout, mais je suis vidée. Si vous êtes en banlieue, vous savez très bien de quoi je parle, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et encore une fois, quand vous êtes dans cette optique-là, vous n'avez pas forcément le courage, la motivation, l'énergie d'aller faire en plus du sport.
Alors que, encore une fois, quand on est en région parisienne, on est dans le mouvement, on est dans l'énergie. Pour aller au sport, on n'a que 5-10 minutes à faire. Des fois, on commence le footing en bas de son immeuble. C'est easy, c'est facile. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce genre d'installation. Donc très clairement, avoir une activité sportive, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment réservé à des gens qui ont les moyens d'être dans des réseaux, les moyens d'avoir des gens autour d'eux qui font du sport aussi, qui les motivent, les moyens d'avoir des infrastructures, les moyens de pouvoir faire son sport sans s'inquiéter. Parce que même si la ville est plus dangereuse que la campagne au niveau des chiffres, le fait est que si vous disparaissez en ville, y a des caméras. Il y a des yeux partout, en fait, en ville. À moins que vous fassiez votre footing à 2 h du matin, en général, il y aura toujours des témoins. Alors que même si je sors à 10 h de chez moi, en pleine campagne, il n'y a personne pour voir ce qui m'arrive. Donc c'est pour ça que je n'y vais pas. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux pour une femme de faire son footing quand elle vit à la campagne. Du coup, encore une fois, faire de l'exercice, c'est plus accessible aux gens qui sont dans les grandes villes qu'aux gens qui sont soit en province, soit dans les banlieues. Parlons du sexisme qu'implique la grossophobie. Pourquoi je considère, et je pense que de plus en plus de féministes considèrent que la grossophobie est sexiste? Tout simplement parce que déjà, c'est voir les femmes qu'à travers leur corps. La valeur d'une femme, c'est son corps, c'est son apparence, encore et toujours, alors que ce n'est pas forcément le cas pour un homme. Pour un homme, on va plutôt valoriser ses compétences. Je parle sociologiquement parlant, je ne parle pas forcément amoureusement parlant, sexuellement parlant, je parle au niveau de la société. On va plutôt valoriser les compétences d'un mec, on va plutôt valoriser le compte en banque d'un mec, c'est vrai. C'est aussi très superficiel. Mais il n'empêche que ce n'est pas par rapport à son physique. Le truc, c'est que le physique, c'est tellement aléatoire. Je sais que beaucoup de personnes pensent que être gros, c'est un choix et que ce sont juste les gens qui ne font pas attention à eux qui sont gros. Déjà, je viens de vous expliquer que c'est pas forcément vrai parce que c'est surtout des gens qui n'ont pas d'argent. Ensuite, il y a aussi une grosse partie de génétique dans cette histoire. Il y a des gens qui ont tendance à prendre plus de poids que d'autres, génétiquement parlant, mais aussi par rapport aux hormones. Moi, je sais que j'ai les syndromes des ovaires polykystiques, ce qui va favoriser la prise de poids. Et donc, à partir du moment où j'ai été formée, je n'ai jamais pu descendre en dessous du 46. Mais donc, bref, tout ça pour dire que le physique, c'est quelque chose de super aléatoire, c'est quelque chose de super subjectif aussi. C'est vraiment quelque chose pour lequel on n'y est pour rien. Je me fais souvent rouspéter parce que les gens, quand ils me disent que je suis jolie, je les envoie souvent sur les roses parce que je considère que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément travaillé, j'ai pas forcément d'emprise là-dessus. Je préfère qu'on me félicite sur mon intelligence, sur ma perspicacité, sur mon humour, sur des trucs que je travaille, plutôt que sur le fait que je sois jolie ou pas, sauf quand ça vient de la part de quelqu'un qui me plaît, évidemment. Toujours super plaisant quand c'est quelqu'un que tu aimes bien, qui te dit que tu es jolie. Mais forcément, quand c'est quelqu'un qui ne t'intéresse pas, c'est super relou parce que tu te dis « mais je n'ai rien fait pour mériter ça ». Que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Bref, donc déjà, la grossophobie sexiste par rapport à ça. Et ensuite, derrière la grossophobie, il y a cette idée qu'une femme est censée être mince, et donc fine, et donc fragile. Souvenez-vous, on dit souvent qu'une femme grosse est forte. Et donc, derrière la grossophobie, il y a cette crainte d'une femme forte physiquement, d'une femme potentiellement plus forte qu'un homme, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les 13 raisons d'aimer votre corps. Les femmes rondes, en général, ont une force physique plus importante que les femmes minces. Et des fois, c'est une force équivalente aux mecs. Et ça dans notre société, c'est pas du tout possible. Donc, c'est pour ça que derrière la grossophobie, il y a aussi beaucoup de sexisme. Enfin, on va parler de racisme. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux de Sabrina String, qui est une sociologue américaine qui n'est pas ronde, mais qui est noire, qui nous explique que les racines de la grossophobie sont communes aux racines du racisme. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, avant, dans le temps, être grosse n'était pas forcément mal perçu, à part par rapport au côté avare, au côté gourmand, au côté gargantuesque. Il y avait ce côté à l'appétit énorme, mais il n'y avait pas toutes les caractéristiques qu'on associe
comme je vous l'ai dit dans la première partie, aux pauvres. Quand est-ce que cette vision du corps gros a commencé à changer? On pensait que c'était dans les années 50, mais en fait, c'est beaucoup plus avant. En fait, on se rend compte que ça a commencé à changer au moment de la colonisation, où on a commencé à associer le fait d'avoir des grosses fesses, par exemple, des gros seins, au corps des femmes noires, des femmes esclaves, tout bêtement. Et donc, on a commencé à associer les rondeurs aux sauvages. Donc, ce sont des écrits super intéressants. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos les écrits. En tout cas, je vous mettrai des interviews de Sabrina String pour qu'elle nous explique un peu sa perception des choses et comment elle en est arrivée à cette conclusion-là. C'est une perception et une conclusion que font beaucoup aujourd'hui de sociologues qui sont assez d'accord sur le fait que derrière la grossophobie, il y a aussi du racisme, que l'un a impliqué l'autre. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, vous le comprendrez, derrière la grossophobie, il n'y a pas que cette idée de pression sociale pour qu'on soit en bonne santé, il y a aussi énormément de mépris de classe, de mépris de genre et de mépris de race. Voilà. Et je pense sincèrement qu'il est temps de remettre en question ces idées-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien, ça me soutient mon travail, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous abonner, pensez à activer les notifications pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!